Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'avais envie de vous poser la question suivante. Les protocoles de synchronisation augmentent-ils le risque d'interruption d'une gestation? La question est intéressante dans la mesure où effectivement ces protocoles sont de plus en plus, je dirais, utilisés, et notamment dans les élevages d'une certaine taille. Avant toute chose, on a parlé des protocoles de synchronisation et nous allons parler également bien sûr de mortalité embryonnaire. Je vous renvoie à ces vidéos que vous trouverez aisément sur ma chaîne YouTube en tapant dans l'onglet de recherche Christian Hansen. De même que vous pourrez avoir davantage d'informations sur les protocoles de synchronisation. Nous n'insisterons donc pas largement sur ces deux aspects. Néanmoins, je voulais vous rappeler peut-être le contexte de ce qu'on entend par interruption de gestation. Vous le savez, mais je vous le rappelle quand même, 50 à 70% des vaches laitières inséminées n'accouchent pas 9 mois plus tard. Les raisons en sont diverses et nombreuses. Bien entendu qu'elles vont concerner l'embryon et elles vont concerner également le fœtus. Alors, avant que d'obtenir un embryon, bien sûr, il nous faut bien sûr un follicule de diamètre optimal, il nous faut une lutéolyse aussi complète du corps jaune, et il nous faut bien sûr un ovocyte qui puisse se maturer et qui puisse être expulsé dans des délais relativement normaux. Ce qui fait que les problèmes liés à la fécondation sont relativement, je dirais, importants. Et on peut estimer que 15 à 30% des ovocytes ne sont pas fécondés. Après cette fécondation se passe le développement bien sûr de l'embryon, et on estime qu'au cours de la première semaine suivant la fécondation, ce qu'on appelle la mortalité embryonnaire très précoce, cette mortalité embryonnaire très précoce est estimée entre 30 à 50%. Poursuivons et nous en arrivons à une phase, je dirais, d'élongation et du développement non seulement de l'embryon mais également de la vésicule embryonnaire, et cette gestation peut également s'interrompre durant cette période, c'est ce qu'on appelle la mortalité embryonnaire précoce. Entre le jour 19 et 27 de la gestation, 20% effectivement de pertes peuvent également être enregistrées. Alors nous arrivons au jour 28 à 60, ainsi nous arrivons tout doucement à la fin de cette période embryonnaire, et on parlera là de mortalité embryonnaire tardive. Une estimation également avancée par Wilbank, elle est de 12% cette mortalité embryonnaire dite tardive. Et enfin, au cours du 3e mois de la gestation, il peut également y avoir des pertes. Nous sommes là en période fétale, et ces pertes, on parle à ce moment-là bien sûr d'avortement précoce, et ces pertes sont estimées comme étant inférieures à 2 voire 5%. Et donc pour répondre à la question posée au début de cette présentation, j'ai procédé à la lecture de cet intéressant article rédigé par des auteurs espagnols et publié dans la revue Animals en 2020. Alors voyons un peu le contexte de réalisation de cette étude. Ils se sont intéressés à quand même un certain nombre d'inséminations, pratiquement 20 000, réalisées dans 8 fermes au cours de 3 années successives. Ce sont des fermes d'une taille certaine, puisqu'elles comportaient à peu près 750 vaches en moyenne. Et c'était des vaches laitières, puisqu'en effet leur production moyenne journalière était de 34 litres. Alors, ils se sont intéressés bien sûr à des génisses, et ces génisses avaient été inséminés à peu près 440 jours en moyenne après la naissance. De même qu'ils se sont intéressés aux vaches inséminées à peu près 86 jours après leur vélage précédent. La majorité des inséminations ont été réalisées en période dite froide, en Espagne, de septembre à mai, 75%. Et 10% des inséminations ont eu recours à du sperme sexé. Enfin, 216 taureaux différents ont été utilisés, et ces inséminations ont été réalisées par 16 inséminateurs dans ces 8 fermes. Des constats de gestation ont bien entendu été posés, l'un précoce entre le jour 28 et le jour 35, et le second plus tardif entre le jour 70 et le jour 110. Le pourcentage de gestation totale
a été de 34,3%, et compris entre 28 et 47% selon les fermes. Voilà un peu les données générales effectivement de cette étude clinique. Alors allons-y et voyons un peu d'un peu plus près quels ont été les protocoles d'insémination utilisés dans ces différentes fermes pour réaliser effectivement ces pratiquement 20 000 inséminations. Ces protocoles ont été utilisés chez des génisses, chez des primipares et chez des multipares, dans les proportions qui sont ainsi indiquées et qui sont respectivement de 13, 31 et 56%. Alors voyons trois types effectivement de mise à la reproduction. Le premier, et qui était de loin le plus faible, la saillie naturelle. La saillie naturelle, et cette saillie n'a en fait été utilisée que dans une seule ferme, et encore elle a été utilisée après une 5e insémination. Elle ne concerne qu'un nombre très réduit effectivement d'animaux. Une deuxième stratégie était d'inséminer bien sûr les animaux après détection de la chaleur. Et vous voyez que sur l'ensemble des inséminations, cette insémination sur chaleur détectée concerne à peu près la moitié des inséminations réalisées. Et elle concerne bien davantage les génisses que les vaches. Et surtout que les vaches primipares ou que les vaches multipares. Et enfin, on arrive à la troisième effectivement stratégie qui a eu recours effectivement à différents protocoles de synchronisation, et vous voyez que 45% des inséminations réalisées l'ont été après utilisation d'un protocole de synchronisation. Alors ces protocoles sont, pour faire court, de deux types. On peut distinguer ce qu'on appelle des protocoles longs. Vous voyez qu'ils ont été utilisés dans 22% des cas, et surtout utilisés pour réaliser la première insémination chez les vaches. Et un deuxième type de protocole dit court parce que se passant plus ou moins sur 5 à 7 jours, et ces protocoles de type court ont été utilisés surtout pour réaliser une réinsémination après absence de détection des chaleurs suite à un constat négatif de gestation. Donc voilà un peu l'importance aussi de l'utilisation de ces protocoles de synchronisation dans 8 exploitations laitières en Espagne. Les effets de ces protocoles d'insémination sur les pourcentages de gestation et de mortalité embryonnaire tardive et des avortements précoces. Première remarque, nous voyons que, et déjà signalé, que le taux de gestation total, indépendamment du type de stratégie, a été de 34,6%. Ne tenons pas tellement compte de ce pourcentage très élevé de résultats après saillie, ça ne concerne qu'un nombre relativement faible d'individus. Alors nous voyons que si les pourcentages de gestation ont été de 32% après un œstrus détecté, et que les résultats obtenus en fonction du type de protocole de synchronisation apparaissent éminemment, je dirais, variables, et compris entre 27,5 et 42,3%. On aurait tendance à penser que les protocoles utilisant des apports complémentaires de progestérone sous forme de dispositifs intravaginaux, comme celui-ci ou celui-là, s'accompagnent de meilleurs résultats. Alors, voilà pour les taux de gestation. Qu'en est-il maintenant des pourcentages d'interruption de gestation? La valeur de 12,3% a été observée. Et nous voyons que ces pourcentages sont différents en fonction des protocoles de synchronisation utilisés. Première remarque également, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet significatif de la saison sur ce pourcentage. 11,9% de pertes ont été observées en saison froide et 13,9% en saison chaude. Il n'y a pas eu d'effet significatif en fonction des inséminateurs, du stade du postpartum auquel les inséminations ont été réalisées, de l'utilisation ou pas de sperme sexé. Bien qu'effectivement, on enregistre des pourcentages différents, mais ces pourcentages ne sont pas significativement différents. Alors, première observation, c'est que les protocoles hormonaux tendent à augmenter, mais de manière significative malgré tout, le risque de mortalité embryonnaire tardive ou d'avortement précoce, si on les compare aux chaleurs naturelles.
puisque dans un cas, on en a observé 12,7% contre 11,9%. Autre effet rapporté, c'est que le pourcentage d'interruption de gestation semble être plus élevé, et significativement, après la première insémination qu'après la deuxième ou qu'après la troisième. Autre effet significatif, et ça c'était classiquement aussi rapporté, c'est que les génisses ont moins de risque d'interruption de gestation, 6,9%, que les vaches primipares, 10,8%, ou multipares, 15,3%. De même que la présence, et c'est une observation intéressante, que le fait qu'un animal ait présenté une interruption de gestation, eh bien, le risque qu'il en présente encore une ultérieurement est quand même réduit. Ce qui fait qu'il ne faut pas nécessairement se décourager. Enfin, le risque de mortalité embryonnaire tardive ou d'avortement précoce a été significativement différent entre les années, puisque cette étude s'est étalée sur 3 années. Alors voilà, donc la question était, est-ce que les protocoles de synchronisation augmentent le risque d'une interruption de gestation? Eh bien, on peut répondre positivement, puisque nous avons observé, les auteurs ont observé 12,7% d'interruption contre 11,9% en cas de non-recours à ces protocoles. Donc si on pense que ces protocoles vont contribuer à augmenter, à améliorer la fertilité, la réponse est bien entendu non. Par contre, c'est sûr qu'ils ont un impact réel sur l'amélioration de la fécondité. Et bien voilà, je vous donnerai rendez-vous pour de prochaines aventures. À bientôt, portez-vous bien.